vraiment nouveau. Alors voilà pour les principales raisons de l'objection de croissance. La deuxième partie de ma petite intervention, je vais la centrer sur le débat avec ceux qui continuent à défendre la croissance. Donc, et donc faire une espèce d'aller-retour entre les arguments qu'on oppose aux objecteurs de croissance et puis comment on y répond. Donc j'anticipe un peu sur la discussion éventuelle qu'on pourrait avoir après. En fait, j'essaye de déminer le terrain le plus possible pour que vous m'emmerdiez le moins possible. Bon. Donc, première série de contre-arguments qu'on essuie en tant qu'objecteur de croissance, des arguments conservateurs. Des arguments conservateurs consistent à dire, bon, d'abord, la croissance, c'est vraiment pas le problème, c'est la solution. Il faut absolument continuer à soutenir la croissance. C'est par là qu'on résoudra tous nos problèmes, y compris nos problèmes écologiques. Une deuxième conviction qui nous est opposée, c'est qu'il sera toujours possible de substituer du capital artificiel au capital naturel. Donc compenser nos destructions, la destruction de nos ressources ou leur disparition par la production de richesses artificielles, donc dues à l'intelligence humaine et grâce notamment aux mécanismes du marché. Bon. Donc substitution possible, capital artificiel au capital naturel. Ça c'est vraiment la conviction de base des économistes les plus orthodoxes. Bon. Troisième série d'arguments, s'il y a vraiment problème écologique, on peut toujours tenter d'internaliser les externalités. Ceux qui s'intéressent à l'écologie ont souvent entendu ces termes-là. Autrement dit, on peut appliquer, là encore, plutôt via les mécanismes du marché, le principe du pollueur ou de l'utilisateur-payeur. Bon, et là, on va réduire le problème, on va le régler. Donc autrement dit, un capitalisme vert, mais il y a peu de gens qui se revendiquent ouvertement capitalistes, donc une croissance verte est possible et souhaitable. Voilà je dirais la base de l'argument conservateur qu'on peut entendre, notamment dans le département d'économie à HEC Montréal. Bon. Donc, à cette série d'arguments, on peut opposer trois questions. Trois questions qui, à mon avis, restent sans réponse, mais je laisse un point d'interrogation. Il y a peut-être des économistes dans la salle, donc je vais rester prudent. Donc, première question, comment est-ce qu'on peut produire du capital artificiel sans capital naturel ? Oui. On imagine bien qu'il y a une forme de substitution possible, mais il y a une limite. On va toucher à un moment ou à un autre, fatalement. Et notamment, cette limite, elle va concerner nos ressources les plus essentielles. C'est-à-dire comment remplacer de l'eau buvable, comment remplacer de l'air respirable, comment remplacer de la terre cultivable par une production artificielle. Et si même on imagine la possibilité d'aller chercher certains de ces éléments ailleurs, ça sera quand et pour qui ? Bon, on imagine un peu la réponse. Donc, Première réponse qu'on peut donner à cet argument conservateur et à cette conviction qu'il va être toujours possible de substituer une forme de capital à un autre. Bon. Deuxième question qu'on peut renvoyer à cette idée que on va pouvoir internaliser les externalités. Autrement dit, l'idée qu'on va pouvoir calculer aussi le coût réel de notre biosphère, de nos ressources, etc. En fait, ce calcul en lui-même pose plein de problèmes. Il pose plein de problèmes en termes de justice, et notamment de justice intergénérationnelle. Comment est-ce qu'on va évaluer la valeur de nos ressources naturelles, mais pour les générations futures ? On n'en sait rien, on ne sait pas. Donc sur quelle base ? Sur le plan économique, c'est très 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 problématique. Sur un plan méthodologique aussi, c'est un vrai souci. Troisième question qu'on peut adresser aux conservateurs, comment, même dans l'hypothèse où on réussirait effectivement à internaliser les externalités, c'est-à-dire à faire payer les pollueurs, à faire payer les utilisateurs un juste prix pour l'utilisation des ressources naturelles ou pour leur destruction. En fait, si on applique véritablement ce principe-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une récession. C'est-à-dire qu'on va avoir une vraie menace pour le capitalisme. Donc, pourquoi ? Parce que ce surcoût, il va être assumé par qui ? Soit par les travailleurs, soit par les consommateurs, qui sont en fait les mêmes. Et donc on va déboucher sur quoi ? Sur le plus grand péril du capitalisme, c'est la surproduction, l'impossibilité d'écouler de la marchandise. Bon, donc récession, etc. Autrement dit, on peut faire d'ores et déjà l'hypothèse que le capitalisme, et ceux qui le défendent, vont résister de toute leur force à cette logique de l'utilisateur-payeur, à cette logique de l'internalisation des externalités. Bon, voilà comment on peut essayer de se débarrasser des conservateurs. Je suis pas sûr que ça suffise. J'ai eu beau leur dire, ils existent toujours, ils continuent, donc bon. Mais voilà comment on leur répond. Et peut-être que vous aurez des suggestions à me faire. Alors, maintenant, deuxième série de contre-arguments qui nous sont opposés, plutôt là par des réformistes, non pas des conservateurs, mais des réformistes, qui nous disent en gros,
Bon, on peut pas se passer de la croissance, on en a besoin, mais par contre on peut la réguler. On peut la réguler, on peut l'orienter de sorte que ces effets pervers s'estompent le plus possible. Et là, on va pas trop faire confiance aux mécanismes de marché, on va plus s'appuyer sur l'État. Bon. Et donc cet État qui va nous permettre de mettre en place des mécanismes de redistribution, notamment contraignants, pour garantir davantage de justice sociale. Comme ça, on dégage, on élimine une des critiques qui était formulée précédemment. On doit aussi pouvoir imposer une gestion bien plus rigoureuse et économe de nos ressources naturelles, de manière à préserver ce capital vital, ce capital naturel. Donc il est pas là, il y a de la part de ces réformistes, il y a la conviction que non, la substitution n'est pas possible et qu'il faut absolument préserver notre capital naturel. Mais qu'on a les moyens de le faire en l'imposant, là encore, plutôt via la contrainte étatique. Et puis, ces réformistes aussi, bien souvent, nous disent, mais écoutez, une des solutions, ça va consister à favoriser la croissance d'une économie immatérielle ou dématérialisée. Hein, l'économie du savoir, l'économie de services, etc. Bon. Bref, en fait, ces réformistes, vous les avez reconnus, ce sont les partisans du développement durable, dans une large mesure, hein, et qui nous disent, oui, il y a un développement durable qui est possible et qui est souhaitable. Alors, quelle réponse on peut leur faire du point de vue de l'objection de croissance ? Sur la base simplement d'un constat. On constate que il n'y a pas, en dépit du fait que nos économies, effectivement, sont des économies de services, effectivement, ont tendance à se dématérialiser, au moins en Occident, on n'observe aucun découplage entre la production de marchandises d'une part, l'utilisation des ressources naturelles d'autre part. Hein. Il y a cet espoir d'un découplage, et il faudrait que ce découplage soit absolu, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des marchandises qui continuent à augmenter en quantité, et que par contre, donc la ponction sur les ressources naturelles, elle, cesse d'augmenter, mais ça, on ne le voit pas aujourd'hui, on ne le voit pas. Non. Il y a un découplage relatif qu'on voit, mais pas un découplage absolu. Celui qui le montre très bien, c'est un économiste anglais qui s'appelle Tim Jackson, qui a écrit Prospérité sans croissance, qui passe 2 ou 3 chapitres à tordre le cou à cet espoir-là, cet espoir du découplage. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de découplage? Pour plusieurs raisons, au moins 2 que je mettrai de l'avant. La première, elle est toute simple, c'est que il n'y a pas de marchandise immatérielle. Hein. C'est pas possible. Une marchandise purement immatérielle, c'est plus une marchandise. On peut pas la vendre. On peut pas vendre. Donc, y compris un service, il y a toujours une base matérielle derrière un service. Donc, tôt ou tard, on va retomber sur les limites, tout simplement, de la biosphère, d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, la contrainte matérielle. Donc, premier argument, la dématérialisation des marchandises est un non-sens. Bon. Deuxième argument, plus subtil, plus intéressant, dans une société de croissance, on observe en fait que tout moyen d'économiser de l'énergie ou des ressources va en fait favoriser la consommation d'énergie ou de ressources. Bon. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, qui a quantité de déclinaisons. Le plus simple, c'est celui qu'on a observé par exemple avec l'automobile. Nos moteurs d'automobile aujourd'hui consomment beaucoup moins d'essence, mais on en a profité pour faire beaucoup plus de kilomètres. Donc on n'a pas réduit la consommation d'essence, pas du tout. Bien que, effectivement, on ait des machines beaucoup plus efficaces. Et ça, on l'observe depuis longtemps. C'est même un économiste qui l'a vu, Jevons, à la fin du 19e siècle, a observé ce phénomène concernant donc l'utilisation du charbon notamment. Donc l'effet rebond, parce qu'on est dans une société de croissance. Donc quand on a l'occasion effectivement de faire des économies d'énergie, on va en profiter, mais dans une logique de croissance et dans une logique toujours de production, toujours plus de marchandises. Donc ce qu'on peut dire fondamentalement, c'est que le projet d'un développement durable, c'est une contradiction dans les termes. Comme disent là encore les objecteurs de croissance en France, c'est un oxymore, donc contradiction dans les termes. Un tel projet consiste au mieux à tenter de polluer moins pour polluer plus longtemps. Alors effectivement, on va peut-être ralentir le problème, mais on va retomber toujours sur ces mêmes difficultés évoquées tout à l'heure. Donc voilà comment on peut répondre, comment on tente de répondre aux partisans du développement durable. Il y a un dernier argument qui est commun aux conservateurs et aux réformistes. Il est formulé en deux étapes, ou même en 3 étapes, qui sont les suivantes. La première consiste à dire la décroissance soutenable, c'est une pure utopie. Alors ceux qui sont gentils avec nous nous traitent de doux rêveurs, ceux qui sont méchants, mais souvent c'est les mêmes, hein, dans la même discussion ils passent de l'un à l'autre. Au début ils ne prennent pas au sérieux, puis après ils finissent par nous traiter de graines de fascistes, hein, et qui voient en nous un danger qui est celui de l'écofascisme. Bon. Donc c'est une pure utopie. Pourquoi est-ce que c'est une utopie fondamentalement? Si on creuse bien, si on discute, que ça soit avec les conservateurs ou les réformistes, parce que pour eux, il est dans la nature de l'être humain que de chercher perpétuellement à améliorer son sort, sa condition, notamment sur le plan matériel. Autrement dit, la croissance, comme production de marchandises, elle est un phénomène naturel. Elle est inscrite même dans la nature de l'être humain. Du coup, aussi, par conséquent, ceux qui reconnaissent qu'il y a un problème, notamment écologique, bon, aujourd'hui, ils ont quand même tendance à tous le reconnaître, puisque cette croissance est naturelle, puisqu'elle est inscrite dans la nature de l'être humain,
Et si on a un problème écologique, comment est-ce qu'on va pouvoir le résoudre? Eh ben, il y a une seule solution. Vous la voyez venir, c'est la solution démographique. Hein, puisqu'on va pas pouvoir changer l'être humain, par contre, on peut en réduire le nombre sur la Terre. D'où la tentation de beaucoup de gens avec qui on discute, qu'ils soient conservateurs ou réformistes, au bout de la discussion, de nous dire, finalement, la solution, c'est la réduction du nombre d'êtres humains sur la Terre. Bon. Ce à quoi on peut répondre ce qui suit. D'abord, l'accusation d'utopisme, d'irréalisme. Elle doit changer de camp aujourd'hui, et ça devrait être évident pour tout le monde. Les utopistes, les irréalistes, les rêveurs, doux ou pas, ce sont ceux qui continuent de croire qu'une croissance infinie dans un monde fini est possible. Donc il est temps de changer là, le sens de l'accusation. C'est pas nous les rêveurs, c'est les économistes qui continuent à penser que c'est jouable. Deuxième élément... le projet d'une décroissance soutenable, il a précisément pour ambition, pour espoir, d'éviter une dérive écofasciste, suscitée par la raréfaction de nos ressources naturelles vitales. Parce qu'effectivement, si ça continue sur ce rythme-là, oui, on va avoir des problèmes d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu dans le Devoir en début de semaine ou la semaine dernière, il y avait un rapport sur la question de l'eau et sur les conflits que ça allait susciter. Pour régler ces conflits, pour les éviter, la force de nos États risque d'être employée. Donc on va tomber, oui, dans des solutions de plus en plus autoritaires. Pourquoi est-ce qu'on essaye de défendre la possibilité d'une décroissance soutenable? C'est pour éviter qu'on en arrive là, pour essayer d'anticiper. Donc l'écofascisme, il va venir de toute façon. Donc c'est pas les objecteurs de croissance qui vont en être responsables. Au contraire, ils essayent plutôt d'esquiver cet obstacle. Troisième remarque, là en réponse à cette affirmation selon laquelle il serait dans la nature des êtres humains que de chercher continuellement à améliorer leur sort, et que ce serait une réalité universelle. En fait, et puis là c'est par ce biais-là d'ailleurs que je me suis intéressé à la décroissance, si on fait un peu d'histoire, si on fait un peu d'anthropologie, de manière un minimum sérieuse, on se rend compte que c'est pas le cas, et que oui, les humains modernes, ceux que nous sommes, oui, nous agissons de cette manière-là. Mais ce comportement, il n'est pas inscrit dans notre nature. Il est dans une large mesure la conséquence du capitalisme et non pas la cause. Il est la conséquence de notre modèle de société et non pas sa cause. Donc il faut inverser là aussi la perspective. Quatrième remarque, toujours en réponse à cet argument. Là, c'est au sujet du problème démographique. La croissance démographique, elle aussi, bon, il faut en reconnaître le problème. Ça constitue un problème réel, notamment pour les raisons que je disais tout à l'heure. C'est une question de justice par rapport aux non-humains, notamment par rapport aux animaux aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème qu'il faut prendre au sérieux. Mais il s'agit là encore d'une conséquence de notre modèle de société. C'est un pur symptôme. Donc passer par la démographie, je parle même pas des solutions qui de toute façon seraient très problématiques, horribles, etc. Mais même dans le principe, on se trompe de cible quand on s'attaque à la démographie. Bon. Donc c'est un pur symptôme. C'est le modèle lui-même qu'il s'agit de changer. C'est bien l'ambition.